Là, il se dit putain, merde, il reste encore plein de questions, de quoi elle va me parler après. Intertexte, Louisa Donna. un podcast animé par Arthur Segar. Alors, comme à chaque épisode, on va parler de textes ensemble, de 7 textes. Donc, le dernier texte que tu as trouvé vraiment beau, le texte qui parle le mieux d'amour, un texte qui provoque la réflexion, un texte que tu aurais voulu avoir écrit, un texte à offrir, un texte dans lequel tu aimerais vivre et une carte blanche. Mais avant ça, il y a une petite tradition dans ce podcast qui est que là, tu as un petit jeu de cartes. En fait, sur chacune de ces cartes, il y a une petite phrase, une petite citation. Et donc voilà, ça permet de commencer le... Voilà, donc tu peux mélanger. J'ai l'impression que je vais faire un tarot. C'est ça, c'est exactement ça. Ok. Je dois les mélanger d'abord ? Vraiment, c'est toi qui t'appropries le jeu. Mais je peux en prendre plusieurs ou qu'une seule ? Une. Parce que sinon après, ça fait trop long. Mais... D'accord. Vas-y. Ah, qu'est-ce que c'est ? Cela ne m'intéresse pas, cela me hante. Louis Scutener, mes inscriptions. Est-ce que ça te parle ? J'imagine que cette personne a souhaité parler de quelque chose qui était passionnel, qui relevait de la passion pour elle. En vrai, c'est un peu drôle parce que il est possible que les choses dont je vais te parler aujourd'hui parlent un peu du fait d'être hanté, donc ça me parle sur cette question-là, ouais. Et ça veut dire quoi être hanté pour toi ? Alors du coup, là, ce à quoi je pense aujourd'hui, ça veut dire être animé par quelque chose, mais à la fois un peu modelé par cette chose, et que ce soit un sujet ou une idée qui ait créé la personne, qui l'ait modelé de A à Z, et qui à la fois soit, en anglais on dirait drive, qui soit la chose qui l'anime et qui t'habite un peu. Comme un fantôme qui te possède. Voilà, tout à fait. Ouais. Les maisons hantées, le fait d'être habité par... Ouais, c'est vrai qu'il y a un truc un peu de la mort aussi et des fantômes, ouais. De la revenance. Ouais, tout à fait. Voilà, génial. Sous le signe de la hanterie, on peut se lancer. Ok, alors, c'est quoi le dernier texte que tu as trouvé vraiment beau ? Alors, c'est une chanson que je suis tombée dessus il y a genre 3 jours et je l'écoute en boucle. Et c'est This Is qu'ils ont de la chance. Je sais pas si tu connais ce texte. Du coup, c'est une chanson où, a priori, il parle d'une personne proche qui a perdu quelqu'un. Et lui, a priori, là c'est mon interprétation du texte, mais ça lui fait penser à la mort de ses parents, à sa propre mort, à la peine qu'on a quand quelqu'un disparaît, au fait de ne pas pouvoir le prendre ou la prendre dans ses bras. Et le refrain, c'est qu'ils ont de la chance d'avoir quitté ce monde. Bien sûr, ils nous manquent et ils nous manqueront. Et en fait, il répète ça en boucle et à un moment donné, ça décolle. Et pour moi, je suis musicienne, je suis artiste. Donc, nécessairement, un texte qui me touche, s'il y a une musique qui va avec, qui me touche aussi. Et à la fin de cette chanson, ça décolle et c'est trop, trop beau. Et ça me donne l'impression de voler quand je l'écoute dans la rue et je sais pas, d'être dans je sais pas, ouais, ça rappelle un peu les fantômes, quoi. C'est un beau texte et voilà. Super. Tu veux que je te lise le texte ? Tu peux lire un bout, comme ça on voit... Je sais pas rapper, par contre. Ah, dommage. Désolée. Non, c'est pas grave. Faut que je te la trouve. Comment je vais faire si je les perds ? Comment ferait-il si je partais ? Un jour, je vais voir partir ma mère, ça je peux pas l'imaginer. On dit que ce sont des êtres chers, autant m'arracher la chair. Je voudrais me noyer dans les airs, je veux qu'on m'en ciel, pas commentaire. J'ai vu des proches perdre des proches, je pleurais de les voir pleurer. Leurs yeux s'éteignent comme des lampes torches, je vois la vie en accéléré. Ces corps qu'on pourra plus serrer, ces papiers de merde qu'il faut gérer. Franchement, j'ai plus envie de rester, à quoi ça sert de faire semblant ? J'ai plus envie de continuer, ou bien je vais le faire en titubant. Ou bien prévois-moi si tu meurs, j'aurais aimé qu'on soit du miel. Je regarde les oiseaux migrateurs faire des flash mobs dans le ciel. Et j'y traduirai la grâce, je m'accrocherai à ce que je pourrais. Je m'en fous que tu sois dans l'espace, je te préfère à mes côtés. Je perds le fil, je perds le temps, car avec lui tout s'en va, passé, futur ou présent, je voulais tout le temps être avec toi, moi. Et après il y a le refrain. Ouais, voilà, je crois que c'est le premier couplet qui me touche en fait. Bon, après il essaye de... Ouais, je sais pas, c'est tout le premier couplet que je trouve hyper beau.
J'aime beaucoup. J'ai vu des proches perdre des j'ai vu des proches perdre des proches. Je pleurais de les voir pleurer. Leurs yeux s'éteignent comme des lampes torches. Je vois la vie en accéléré. Je trouve ça hyper beau. Voilà. C'est un truc auquel tu penses beaucoup, la mort. Oui et non. Enfin, je suis animée par quelqu'un qui est mort, donc c'est quelque chose qui me touche dans ce sens-là. Mais je sais pas si j'y pense plus que ça. Après, c'est quand même en tant que psy quelque chose. Enfin, je pense qu'on y est aussi confronté avec les patients suicidaires, etc. Enfin, on est aussi confronté aux tentatives de suicide, à l'envie de mourir. Enfin, on est confronté au deuil de nos patients et nos patientes. Et du coup, je pense que ça va être un peu le fil le fil qui va guider tout ça, parce que les textes que j'ai préparés en parlent un peu quand même. Voilà. Et justement, le texte... Bon, ça, c'est peut-être un peu une grosse banalité, ce que je vais dire, mais je crois que Kristeva, d'ailleurs, elle en parle aussi dans son bouquin sur Histoire d'amour et sur comment... je crois que c'est ce livre-là, je suis pas sûr, mais... Franchement, j'ai lu un livre de Kristeva, donc je peux pas être... Ouais, enfin, il y a un moment où je crois qu'elle parle de Nerval, et d'un texte de Nerval où il est question de mort et de deuil, et en fait, justement, le fait que Nerval, il utilise des alexandrins tellement ciselés, tellement réguliers, qui sonnent tellement bien... En fait, ça permet un peu d'exorciser le deuil, ou de mettre en forme l'informe, et peut-être de s'en échapper un peu, de faire sens de l'insensé. Est-ce que pour toi, les textes, il y a un peu de ça dans les textes? C'est à ça que ça peut servir, un texte? Tu veux dire que ça vient mettre de la forme sur l'informe et que la mort, c'est de l'informe, c'est ça? Dans le sens où... Dans le sens où la mort, c'est un peu... c'est la perte de sens absolue, quoi. C'est de dire, en fait, il s'est passé ça, en fait. Quand quelqu'un meurt, voilà, on se dit, en fait, qu'est-ce qui a de sens? Plus rien n'a de sens, etc. Et peut-être que le fait derrière de mettre ça en forme, de faire un texte là-dessus, et peut-être en plus un texte... hyper structuré et qui sonne bien, donc que ce soit un sonnet pour Nerval ou que ce soit un morceau de rap pour This, donc qui est aussi un truc très rythmé, que tu scandes, etc. Peut-être que ça permet de retrouver quelque part un peu de forme, un peu de sens. Oui, ouais. Tout à fait. C'est vrai que l'art permet de remettre du sens et de la beauté là où il n'y en a pas. Et oui, je suis d'accord. Et c'est mon cas aussi. Je pense, quand j'écris sur des choses tristes ou sur la mort, d'essayer de... Enfin, j'en parle dans un titre de l'EP qui s'appelle Saison. Et dans Saison, je dis qu'est devenue cette saison? Il y a trop de vide encore, il y a trop de fêtes des morts, il y a trop de vie en suspension. Et je dis que, un peu tout ce que tu dis, quoi, que le refrain, c'est, en fait, il y a tellement de trucs tristes qui existent au quotidien qu'une façon d'essayer de sortir de ça et de mettre du sens quelque part, c'est de mettre de la beauté et d'essayer de transformer l'absence de sens avec l'art, et que du coup ça me donne envie de créer plein de choses, que ce soit créer de la musique, peindre des trucs, créer à partir du rien, de la mort, quoi. C'est en ça peut-être que tu disais avant qu'il y a une mort qui t'anime. En fait, ça peut aussi mettre en... Oui, il y a une morte qui m'anime plutôt, mais oui, c'est une personne que j'ai connue qui est morte et qui fait que je fais tout ce que je fais et que je suis devenue qui je suis. Donc oui, tu vois, moi je viens de ce truc-là, et donc du coup c'est bizarre, tu vois. J'ai dû faire des recherches pour ce podcast, et en fait tous les textes qui m'attiraient, la plupart, pas tous je pense, mais la plupart, ouais, ils étaient c'était assez glauque en fait. Donc voilà, ça va être un podcast super joyeux si vous voulez rester avec nous. Non, mais on est posé là, on prend un petit café sur un petit canapé, on se détend et on parle de choses. Il y a un petit voilà, de la mort, il y a un petit chat mignon qui regarde l'horizon. Et ouais, on parle des vraies choses, quoi. Ok. Alors voilà. Yes. C'est la dépression. Non, mais justement, c'est le contraire. Oui. C'est créer des choses et voilà, et continuer et être animé, voilà. Ok. C'est quoi pour toi le texte qui parle le mieux d'amour? Du coup, on rentre dans le vif du sujet. J'ai choisi Rien ne s'opposait à la nuit de Delphine de Vigan.
Ok. Tu connais? Je l'ai vu dans des librairies. Non, mais le titre me parle parce que le titre me parle parce que c'est du Bachung, c'est ça? Elle a emprunté le titre à Bachung. Rien ne s'oppose à la nuit. Peut-être. Dans Oser Joséphine. Ouais, peut-être, ouais. Rien. Alors vraiment, Oser Joséphine, rien ne ne justifie. Non, tu connais pas? Non. Mais certainement. Le titre en lui-même, je sais pas d'où il vient. Mais c'est un livre donc de Delphine de Vigan qui parle, qui est un autoportrait, qui est une espèce de récit d'amour-haine, mais plus d'amour quand même sur sa mère. Et c'est une tentative de guérison de sa mère post-mortem. Parce que sa mère s'est suicidée et en fait elle fait une espèce de travail de recherche pour comprendre le mal-être de sa mère et sa mère elle écrit le texte je crois peu de temps avant le suicide, peu de temps après le suicide de sa mère et sa mère avait balancé des années auparavant avoir connu un inceste de son père. Et la famille n'a pas du tout réagi à cette lettre. Et très peu de temps après qu'elle fasse cette lettre, cette mère, elle est hospitalisée en psychiatrie. Et puis elle va faire des allers-retours en psychiatrie toute sa vie jusqu'à se suicider. Et du coup, Delphine de Vigan, c'est vraiment un récit de compréhension. C'est un texte qui est hyper beau parce que elle se repentit de plein de choses qu'elle a pu mal comprendre avec sa mère. C'est vraiment une tentative de compréhension et de saisie des défauts et des qualités et de la complexité de sa mère. Et je trouve que du coup, cette ambivalence est hyper belle et une preuve d'amour incroyable, quoi. D'avoir passé tant de temps à reprendre le récit, la vie de sa mère avant sa naissance, puis après, avec sa naissance, elle se pose plein de questions et je trouve ça hyper beau et une vraie preuve d'amour. Voilà. J'avais pas envie de sortir un texte d'amour, tu vois, genre... Alors, les relations amoureuses... Bon, on aurait pu aller dans des relations amoureuses queer, mais... L'amour d'une fille pour sa mère, c'est plus intéressant. Enfin, c'est intéressant d'en parler. C'est vrai qu'on n'en a encore jamais parlé dans cette catégorie. On en parle peu, et en fait, l'amour, moi, ça me saoule qu'on retombe toujours sur la question des relations amoureuses... Oui. T'as vu un oiseau? Oui, t'as vu un oiseau, c'est pour ça. Tu penses quoi des relations amoureuses? Buffy? Tu as des choses à dire? Est-ce que tu as des choses à dire? Non, s'il n'y a pas à manger, ça m'intéresse pas, tu vois. Et sinon, je sais pas, dans les relations... je sais pas, en vrai, des belles relations amoureuses, je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a comme belles relations amoureuses? Vraiment, une relation amoureuse. Non, mais justement, on peut parler d'autre chose que des relations amoureuses. C'est une relation d'amour, ouais. C'est une relation d'amour qui montre... Ouais, je sais pas, le lien de filiation, c'est compliqué quand même, cette histoire. D'avoir un lien de filiation avec des gens et de devoir avoir une espèce de devoir d'amour envers des personnes. Et je trouve ça beau que on puisse... faire un parcours comme ça sur toute la vie d'une personne et aller chercher... C'est petit chat. Tu as mangé? De toute façon, c'est un chat qui a besoin de toute l'attention du monde tout le temps. Ouais, j'ai cru voir. S'il n'y a pas quelqu'un qui est en train de regarder ce qu'elle fait, pas content. Pour moi, c'est une preuve d'amour aussi. Elle est allée publier un livre sur un silence familial. Ouais. Je sais pas, je trouve que c'est un trop bel hommage à faire. De dire, en fait, là, en ce moment, on sait, la question de l'inceste, elle commence à sortir de plus en plus. C'est un sujet qui est complètement tu. Toutes les études qui sont menées montrent à quel point, en fait, c'est juste silencieux. Et c'est ça le vrai problème, en fait. C'est que c'est un acte très banal, mais complètement banalisé d'un côté sous le joug du déni, et de l'autre côté, complètement...
perçu comme l'horreur absolue et un truc impensable, ce qui rend le truc indicible. Et là, du coup, d'aller faire des recherches, d'aller mettre des mots, d'aller publier un livre et puis de dire fuck à toutes les normes de silence sur la question de l'inceste et toutes les normes aussi d'une famille qui est dysfonctionnante parce que, a priori, cette question, elle a pu exister dans cette famille. Je trouve ça trop beau, quoi. Je pense que ça demande du courage et ça demande de se confronter à des réalités auxquelles personne n'a envie de se confronter, en fait. Donc c'est un bel acte d'amour. Ouais, c'est sûr. Voilà. Ouais. Et c'est pas une relation ni hétéro, ni queer, ni quoi que ce soit, mais c'est une relation d'amour quand même. Comment est-ce qu'elle a mené, du coup, cette enquête Ça s'est passé comment pour écrire ce... Elle a interrogé plein de gens, elle a retrouvé plein d'écrits de sa mère. Donc il y a pas mal d'écrits de sa mère et elle a interrogé plein de personnes qui connaissaient sa mère. Les sœurs de sa mère, les frères de sa mère. Il y a une sœur qui raconte des faits un peu similaires avec son père, qui dit qu'il y avait un lien très incestuel, que son père pose un regard très lubrique sur elle, qu'elle était très gênée. Et il y a une amie de sa mère qui a été victime de son père, qui lui dit... En fait, le fait de faire ce livre, le fait de faire ces recherches, mène à la découverte d'éléments qui corroborent la lettre de la mère, qui est complètement tombée dans l'oubli directement, parce que de toute façon, l'écriture de la mère, elle est un peu folle déjà, elle est un peu... Parce qu'elle avait laissé une lettre avant de se suicider, c'est ça ? Alors, elle a laissé une lettre avant de se suicider, mais surtout la lettre qu'elle a écrite des années avant de se suicider pour dénoncer le père. Et donc en fait, elle laisse la question en suspens, elle dit on ne saura jamais, de toute façon ils sont tous les deux morts. Mais voilà, la question elle est ouverte et en tout cas elle la repose, quoi. Elle laisse pas dans l'oubli cette lettre de sa mère qui a été oubliée après, quoi. Tu vois, elle écrit, donc ça c'est la lettre de sa mère. Nous partons pour notre maison de campagne, je suis avec mon amoureux, nous sommes avec mon père. Je ne suis pas tendre, pourtant j'aime mon ami. La nuit, je ne dors pas, je suis traquée. Forrest dort en haut. Je vais pisser, mon père me guettait. Il me donne un somnifère et m'entraîne dans son lit. Il m'a violée pendant mon sommeil, j'avais 16 ans, je l'ai dit. Et plus tard dans le livre, je sais plus où, mais en fait, elle retrouve d'autres écrits, des brouillons que sa mère avait fait pour cette lettre où elle dit je sais pas s'il m'a violée ou pas. Puis en fait, après, elle finit par écrire non, il m'a violée. Et puis, elle avait dit des choses à sa sœur. Donc moi, je suis psychologue auprès de femmes victimes de violences. Et en fait, ce qu'elle a dit à sa fille, donc à la sœur de Delphine, qui s'appelle Manon, corrobore effectivement la possibilité d'une dissociation très forte, puisqu'elle dit qu'en fait, elle s'est évanouie. Elle dit à sa fille que son père l'a emmenée dans une chambre, je crois, et qu'ensuite, elle s'est évanouie parce qu'elle avait trop peur. Et en fait, ça, d'un point de vue psychotrauma, on sait très bien que les victimes, quand elles ont trop peur parce qu'elles sont en train de vivre un moment qui est invivable, en fait, leur cerveau sécrète une hormone qui s'appelle le cortisol, et si cette hormone, elle est sécrétée en trop grand nombre, en fait, en trop grande quantité, pardon, et ben en fait, le cerveau finit par se dissocier. Et donc là, ça peut donner plein d'états dissociatifs différents. Alors qu'elle dise après qu'elle s'est évanouie, peut-être qu'elle avait un état de conscience en tout cas altéré à ce moment-là. Et donc c'est possible, ce qu'elle a dit à sa fille ressemble effectivement à ce qu'une victime d'un viol peut expérimenter à un moment donné de sa vie, puisque elle dit qu'elle s'est déconnectée, ou alors elle s'est évanouie, c'est ce qu'elle dit. Mais voilà, je trouve qu'il y a des éléments de preuve comme ça qu'on retrouve au long du récit, qui veulent pas dire que ça s'est passé, pas passé. De toute façon, l'auteur, il est mort, il peut plus être poursuivi, etc. Mais cette recherche et cette enquête qu'elle mène, voilà, je trouve que c'est une super belle preuve d'amour. Mmh. Ouais, c'est intéressant parce que c'est un roman qui a déjà quelques années, non ? Alors que c'est vrai que actuellement, il y a de plus en plus de textes littéraires qui parlent de l'inceste. Il y a eu Camille Kouchner, La Familia Grande. Il y a eu plusieurs livres comme ça de textes littéraires qui ont un peu marqué les esprits, mais cette année et puis l'année dernière. Mm-hmm. Et ça, c'est un texte un peu plus un peu plus ancien, ouais. Je sais pas quel âge il a ce texte, mais... Enfin, plus ancien. Bon, ça fait de 2016, quoi, 2015. 2011. Ah ouais, 2011, ouais, il a 10 ans, quoi.
Et donc c'est une bonne chose que la question de l'inceste, ça devienne un objet littéraire aussi, et que ce soit mis de cette façon-là sur la place publique. Bah, enfin, moi, ça me paraît délirant, en fait, que ça n'ait pas été le cas plus tôt. Enfin, comment on peut expliquer que... on sait aujourd'hui qu'il y a minimum 3 enfants par classe qui sont victimes d'inceste, 1 sur 5, pardon, qui sont victimes d'agressions sexuelles. Enfin, je veux dire, c'est un sujet qui est omniprésent, en fait. La question de la pédocriminalité, elle est omniprésente. Donc que que ça reste un sujet tabou, que ce ne soit pas écrit en chansons, en livres, en tout ça, moi, ça me paraît... ça prouve bien quelque chose, quoi. C'est qu'on n'en parle pas. Donc, moi, ça me paraît évident que oui, qu'il faut en parler. Enfin, là, il y a Myline qui a sorti Le Loup, un livre et une chanson où elle parle de... je ne sais plus si c'est d'inceste ou pédocriminalité, je ne vais pas dire de bêtises. Enfin, en tout cas, d'actes pédocriminels qu'elle a subis enfant. Moi, ça me paraît... Enfin, déjà, cette chanson, elle est hyper touchante. Moi, j'ai beaucoup de mal à l'écouter, parce que chaque fois que je l'écoute, je pleure. Mais c'est hyper touchant d'avoir enfin des femmes, enfin, ou des personnes qui commencent à parler de ces violences-là, qui sont des violences systémiques. Et voilà, on commence à les mettre en texte, justement, et on commence à en faire quelque chose, et à mettre des mots là-dessus. Et c'est le travail du psychologue d'aller aider un patient à faire la maïeutique de sa pensée et d'accoucher des mots de oui, voilà, mon vécu c'est ça, et l'incorporer à son identité et à son récit de vie. Donc que des gens le fassent à travers l'art, à travers des textes, des livres, des chansons et tout ça, bah ouais, ça me paraît évident en fait que ça doit être fait. Et c'est ça qui va aussi mettre fin à ce truc, parce que c'est un outil de domination, l'inceste. C'est un outil de violence sur des enfants et sur des humains, et tant que c'est pas parlé, bah ça tombe dans l'oubliette et ça devient rien. Donc oui, c'est évident que ça doit l'être, quoi. Voilà. Ouais, super. Ouais. Il y a en t'écoutant, j'ai aussi repensé à L'Aigle Noir de Barbara, qui est une chanson en fait sur ça, mais sur son père, voilà, qui l'a incesté, mais qui est une chanson qui utilise un langage très très symbolique en fait, très très détourné, et en fait on se doute que ça parle de ça, mais c'est pas certain du tout. Enfin, je veux dire, si on lit les paroles telles quelles, on peut très bien plaquer une autre interprétation, etc. Oui, c'est hyper métaphorique, ouais. Donc c'est une bonne chose aussi d'en parler, peut-être avec un langage plus direct et plus clair, et se dire, bon, voilà... Ouais. Bah oui, c'est hyper fort. Enfin, les personnes à qui c'est arrivé et qui disent « mon père m'a violée », c'est hyper dur de... Enfin, c'est hyper dur de dire ça. Parce qu'en fait, personne n'arrive à dire ça. Enfin, c'est indicible, c'est impensable. Comment est-ce qu'on peut le dire? L'inceste, c'est le tabou, tout ça. Tous les sociologues qui parlaient de ça comme une espèce de construction des sociétés. Et aujourd'hui, on se dit, bah non, en fait, c'est pas forcément ça qui construit une société, puisqu'en fait, c'est hyper répandu. Et que... Tu veux dire le tabou de l'inceste. Ouais, c'est ça. Ouais. On estimait que c'est un tabou central, comme le cannibalisme, comme coucher avec sa mère. Voilà, il y a certains tabous centraux qui existent. Coucher avec sa mère, c'est de l'inceste, du coup. Ouais, pardon. T'inquiète. Mais comment quand on parlait du père, voilà, c'est ça, c'est vite oublié. Ouais. Bah oui, complètement. La psy commence à analyser. Non. Ouais. Mais oui, c'est vite oublié, on n'arrête pas d'oublier ça, et au final... Voilà, en fait, c'est pas un tabou constructeur d'une société, au contraire, les travaux féministes récents, notamment, ou de sociologie récents, montrent qu'au contraire, l'inceste, ça structure en fait la domination masculine, dans le sens où, voilà, comme tu disais, il y a 3 enfants par classe qui sont victimes d'inceste, donc en fait, c'est pas tant un tabou que ça, ou alors c'est un tabou, mais la pratique la pratique n'est pas tabou. La pratique ne l'est pas, mais le fait d'en parler est tabou. Et c'est le tabou qui construit, en fait, la domination. Ouais. Donc, je retrouve plus son nom, celle qui a écrit Le berceau des dominations, là, mais c'est... Attends, je vais le retrouver en 2 secondes. Dorothée Ducy, qui a écrit Le berceau des dominations, c'est une anthropologue de l'inceste, qui parle de ça et qui dit, mais en fait, moi, quand j'ai écrit mon bouquin, personne n'a voulu en entendre parler, quoi. Et alors que elle a fait un travail sur l'inceste hyper intéressant, et elle écrit dans son livre, bah justement, en fait, si vraiment
enfin, les premiers sociologues, que sont Lévi-Strauss et tout ça, qui disent, en fait, tabou de l'inceste construit la société, si réellement, en fait, c'était le cas, les sociologues d'après, ils se seraient intéressés à la question de l'inceste dans les sociétés. Ils en auraient fait des études sociologiques. Et en fait, non. Il n'y en a pas. c'est un oublié. C'est genre, non, mais en fait, vu que c'est interdit en société, ah oui, non, c'est interdit, donc on n'en parle pas. Enfin, ça n'existe pas. Donc, c'est hyper intéressant, quoi, de se dire, en fait, oui, non. Elle est sociologue et anthropologue, pardon, et elle a écrit sa thèse sur ça, et c'était indicible, quoi. En fait, il y a un tabou de l'inceste, y compris dans les sciences sociales. Oui, ouais, complètement, ouais. Voilà. Bon, on va peut-être changer de sujet. Alors, un texte qui provoque la réflexion. Alors là, j'en ai trop. Donc je t'en propose plusieurs et tu me dis lequel tu veux que je parle, parce que ouais, j'en ai trop. Je suis un monstre qui vous parle, on en a parlé tout à l'heure, mais trop intéressant. La pensée straight, de Monique Wittig. Le rire de la méduse, de Cixous. Ou l'effort pour rendre l'autre fou. C'est quoi l'effort pour rendre l'autre fou ? C'est Searle. C'est ce livre. Ah waouh. C'est un psychologue ou psychiatre, je sais même pas dire, qui avait écrit ça. Tu veux que je te parle de lui ? Tu peux. Après on peut parler un peu des autres aussi, hein, s'il y en a que tu trouves particulièrement... tous, enfin, c'est pas possible de... Ouais. Mais du coup, ouais, l'effort pour rendre l'autre fou, c'est un texte qui parle... donc je ne sais plus s'il est psychiatre ou psychologue, l'auteur qui s'appelle Harold Searle. Et en gros, sa thèse, c'est que dans les familles où il y a un patient schizophrène, il y a une espèce de d'accord inconscient et tacite des membres de la famille qui poussent le patient vers la folie. Et qui va, comme ça, détruire petit à petit la réalité psychique du patient. Et en fait, moi, ça m'avait vachement parlé quand je l'avais lu au départ, mais pas forcément juste pour les cas de schizophrénie, parce que ça me parle... Enfin, c'est pas vraiment ma clinique, j'ai très peu de patients schizophrènes, j'en ai très peu eu. Mais ça me parle vachement en tant que psychologue auprès de femmes victimes de violences, parce que c'est une technique employée par les pervers sur les femmes victimes de violences. Dans les violences psychologiques, il y a vachement cette tentative d'aller toujours attaquer la réalité de l'autre. Et donc lui dire, en fait, si tu penses comme ça, en fait, la réalité, c'est l'inverse. Et en fait, la réalité dont moi je te parle, c'est la réalité partagée par tout le monde. Donc si t'as pas la même, t'es folle. Et donc, voilà, ça, c'est un truc qui est hyper récurrent. Mais ouais, voilà, dans ce livre, lui, il parle plus d'un processus inconscient et qui est pas forcément... violent et méchant, voilà, conscient et pervers et de l'ordre de la manipulation. Mais après, je pense qu'il y a des pervers qui sont vraiment presque conscients, qui sont en train de créer ça chez des victimes, de vraiment dire... je sais pas, moi j'ai 1500 exemples de patientes qui m'ont dit que quand elles avaient froid, ils leur disaient mais qu'est-ce que tu dis, il fait super chaud, tout le monde a chaud. Enfin, que des choses comme ça où en fait toute la capacité de jugement de la personne, c'est-à-dire ce qu'elle perçoit du monde, de ses sens, des analyses qu'elle fait du monde, en fait tout ça c'est toujours erroné. Ou alors détruire les souvenirs de la personne. Non mais ça s'est pas du tout passé comme ça s'est passé comme ça. Enfin, du coup, ça fait que, vu que la seule chose à laquelle on a accès en tant qu'humain doté d'une conscience, c'est notre réalité psychique, c'est-à-dire l'ici et maintenant, mais nos souvenirs, tout ça. Si quelqu'un passe son temps à nous dire, en fait, ce que tu perçois là maintenant, c'est faux, et ta perception du monde passé est aussi erronée, on finit par douter réellement que ce qu'on dit ou ce qu'on croit est vrai. Et c'est comme ça que les patientes que je suis, la plupart du temps, se retrouvent aussi en doute de... oui, mais en même temps, moi j'ai l'impression qu'il me violente, mais je dois être à côté de la plaque parce que, de toute façon, tout ce que je perçois, c'est erroné. Donc, à partir du moment où on a détruit la capacité de jugement de quelqu'un, on a détruit sa possibilité de se sentir légitime à penser ou sentir des choses, et donc à pouvoir dire, je suis victime de violences psychologiques ou économiques ou physiques, et donc là, ça devient très dur de sortir. Donc là, c'est de l'emprise, hein. C'est vraiment... C'est vraiment ça qu'on peut dire être l'emprise, c'est vraiment créer chez l'autre l'impression que il est dépendant de nous, qu'il peut pas s'en sortir sans nous, et que il y a plein de formes d'emprise à mon sens, mais voilà, une des formes d'emprise, c'est celle-là, c'est de dire à l'autre, en fait, sans moi, t'as pas accès à la réalité partagée, et donc t'es folle ou fou et tu t'en sortiras pas, quoi.
Et tu vois, par exemple, le livre dont je viens de parler, Rien ne s'oppose à la nuit, le fait que cette femme, à un moment donné, elle dise j'ai été violée par mon père, elle poste une lettre, elle l'envoie à toute sa famille, dont son père, dont ses parents, et personne ne réagit à ça, et la vie continue exactement comme si de rien n'était. Il y a quoi vraiment, si ça, c'est pas un effort pour rendre l'autre fou, tu vois, genre, toi, t'es en train de dire, en fait, on m'a fait une violence qui est tellement grave que elle le dit dans le livre, qu'en fait, elle a passé des nuits blanches avec l'écriture de cette lettre, elle était toute retournée, ça allait pas du tout, elle a failli être hospitalisée à ce moment-là et tout. Et en fait, personne n'en fait rien de ce truc-là, quoi. Et c'est hyper violent, quoi. Si quelqu'un dit, si on se met à la place de l'autre et que pour une personne, ça lui prend 2 semaines d'énergie avant de se dire, ok, je vais dire qu'il m'est arrivé ça ou qu'il se passe ça pour moi, et qu'en fait, c'est genre une espèce de vide absolu. C'est comme les personnes qui arrivent à dire, enfin, je suis victime de violence, par exemple, par mon compagnon, et puis ça tombe dans le vide. Si quelqu'un n'entend pas ça, c'est hyper violent, quoi. Ouais, mais je trouve ça assez intéressant, cette expression, l'effort pour rendre l'autre fou, puisque ça suggère une forme d'activité, si ce n'est d'intentionnalité, donc comme chez un pervers qui manipulerait le réel pour dire... Enfin voilà, il y a un effort pour rendre l'autre fou. Ouais. Et donc tu disais dans l'exemple de l'inceste, est-ce que, dans certains cas, la passivité, ça peut aussi être un effort pour rendre l'autre fou, c'est-à-dire pas consciemment faire un effort pour rendre l'autre fou, mais juste... On reçoit un témoignage, on reste passif. Est-ce que ça aussi, ça peut constituer une forme d'effort pour rendre l'autre fou ? C'est ce que je viens de te dire avec, tu vois, recevoir un truc et puis t'en fais rien, c'est de la passivité qui rend fou. Mais donc il y a pas que la passivité, il y a pas que l'effort, il y a aussi des passivités qui rendent fou. Ou folle. Ouais, ça peut être un effort. Mais ce qui dit aussi dans ce livre, et ce qui est aussi vrai pour le cas de Rien ne s'oppose à la nuit, c'est qu'en fait, souvent, lui, c'est son hypothèse, c'est que les patients fous dans une famille servent de symptômes à la famille. Pardon. Servent de... Même pas forcément de symptômes, mais ils servent de... en fait, ça sert la famille qu'il y ait un patient fou. Qu'il y ait un membre de la famille qui soit fou ou folle. Et... parce qu'il y a un secret à protéger, parce qu'il y a quelque chose, il y a des non-dits, parce que, en fait, c'est plus simple de dire « Ah non, mais cette personne, elle est folle, on va pas plutôt regarder. Que de dire le père, il est violeur, on dit elle est complètement folle, elle imagine des trucs. Ouais. Exactement. Et en fait, il y a une espèce de truc... Et donc lui, il le voit chez plusieurs patients comme ça, où en creusant dans l'histoire familiale, il se rend compte qu'en fait, ça arrange tout le monde que cette personne soit folle, quoi, finalement. Que cette personne n'ait pas un récit qui soit... crédible, entre guillemets. Moi, j'avais fait mon dernier mémoire de psycho beaucoup sur cette question du diagnostic, de cette espèce d'approche de la réalité dans la psychiatrie et des patients. Et je me rappelle que j'avais fait mon mémoire sur 2 patientes, et l'une d'entre elles, il y avait écrit dit avoir été victime de viol par son père. Et c'est ce truc de voir dans un dossier psychiatrique dit avoir été victime, alors que pour d'autres patientes, il y avait écrit a été victime d'eux. Enfin, là, c'était vraiment... du coup, on se rapporte à la parole de la patiente qui, à côté de l'une plus bas, il y a écrit hospitalisation dans le but de lui faire accepter son diagnostic de schizophrénie. Tu vois, et du coup, une espèce de truc de la psychiatrie... Enfin, la psychiatrie rend folle, je pense, à ce moment-là, quand on dit, on va hospitaliser quelqu'un pour lui faire admettre notre réalité, qui est qu'en fait, elle est folle. Et par contre, sa réalité à elle, on la met entre guillemets, genre dit avoir été victime de son... Enfin, tu vois, il y a une espèce de truc comme ça. Enfin, voilà. Je sais pas, ça fait partie... Enfin, je pense que des fois, il y a des formes d'efforts pour rendre l'autre fou, aussi venant des soignants qui font pas forcément exprès, c'est pas forcément conscientisé et tout ça, mais en tout cas, ce concept-là, je le trouve hyper pertinent et intéressant cliniquement, quoi. Et ça dit aussi que la folie, entre guillemets, c'est pas quelque chose d'inné, comme on peut se le représenter, mais c'est produit socialement par des structures familiales, patriarcales, parfois institutionnelles, médicales, etc. Enfin, oui. Ça apparaît pas comme ça chez une personne, c'est parfois produit par les autres. Ouais, tout à fait, ouais. Tu voulais parler un peu des autres textes que tu avais choisis. Du coup, juste pour rester dans le même thème, pour pas qu'on parte, ou sinon je peux partir complètement ailleurs. C'est comme tu veux.
Bah ouais, je fais Le rire de la méduse et après les deux autres qui sont plus queer, mais enfin qui sont plus sur des questions de cis-hétéronormativité. Le rire de la méduse, c'est un livre de Hélène Cixous qui est philosophe et sociologue, je crois. Je ne sais pas si tu saurais me dire ça. Ouais, elle est écrivaine aussi. Enfin, elle a fait plusieurs choses. Ouais. Et qui a notamment du coup importé les études de genre en France, à Paris 8. C'est quand même pas rien. Et c'est un texte qui est hyper intéressant parce que justement, c'est une critique de Freud. Entre guillemets, parce que elle reprend le mythe de Médusa en disant que Médusa c'est un mythe qui traduit, elle l'interprète comme ça, hein, métaphoriquement, comme un mythe qui traduirait la peur des hommes à regarder les femmes. Et donc elle reparle du continent noir de Freud, qui dit que la femme est un continent noir, donc déjà on a une bonne connotation raciste qu'il faut relever. Donc un continent noir, inatteignable, sauvage, difficile d'accès, tout ça. Et donc elle dit, voilà, Médusa, métaphoriquement, c'est juste une femme que les hommes ne veulent pas regarder parce qu'elle leur fait peur, et ils ont peur que si ils la regardent, elle les pétrifie, quoi. Et donc du coup, ouais, c'est une bonne critique de Freud et de tout ce que Freud a pu... Freud, il a écrit à son époque. Du coup, je pense qu'à son époque, c'était intéressant ce qu'il disait. Mais aujourd'hui, les psychologues, psychiatres et psychanalystes ont beaucoup de mal à revenir sur ce que cet homme a dit il y a 200 ans. Enfin, voilà, il y a 150 ans. Il y a quelques temps. Donc, il faudrait peut-être revoir un petit peu ce qui a été dit à ce moment-là. Ce serait intéressant. Et enfin, voilà... Elle critique le regard qui est que pseudo-scientifique, je mets des guillemets, parce que à des moments, ça a été à un moment donné de l'histoire de l'humanité une science, mais bon, aujourd'hui quand même on a dépassé ces choses-là, et le complexe d'Oedipe et tout ça, on peut quand même dire que c'est un peu dépassé, quoi. Donc voilà, elle dit que Méduse en fait elle est belle et elle rit, et il faut la regarder, et il y a plein de choses à en dire, quoi. Et donc j'enchaîne avec Paul B. Preciado. Je suis un monstre qui vous parle, qui fait aussi une critique de la psychanalyse. Et justement, il critique entre autres le complexe d'Oedipe, et enfin, en ayant fortement raison. Et il critique pas que ça, mais bon, il critique en tout cas la psychanalyse rétrograde, cis-hétéronormée, qui utilise en fait ces outils entre guillemets psychanalytiques pour réitérer le fait qu'il faut absolument construire une binarité du genre, sinon ce serait catastrophique, on sait pas trop, la colère de Dieu va s'abattre sur la France, c'est à peu près ça qui est dit, quoi. Mais ouais, en fait, ce qu'il dit, c'est que maintenant, la psychanalyse doit se réactualiser avec les nouvelles données qu'on a, la compréhension du genre et de la nuance que ça veut dire que le féminin, le masculin, la réalité aussi biologique des intersexes. Enfin, voilà, il dit, bon, bah, en fait, si vous voulez vivre avec votre temps et pas mourir dans l'oubli, il faut... Salut les gars et les meufs, va falloir vous actualiser un petit peu, parce que là... Les gars, les meufs et ceux qui sont entre. Et les non-binaires, pardon. Voilà. Va falloir un petit peu s'actualiser rapidement, parce que là, vous allez pas tarder à tous mourir et faire mourir une science, entre guillemets, qui, au départ, je pense, était hyper intéressante, puisque la psychanalyse, au départ, elle apporte le fait que on écoute des sujets parlés. Et c'est la première fois qu'on écoute... Enfin, pas forcément la première fois, mais en tout cas, c'est une science qui vise ça, et qui vise une écoute de l'inconscient et tout ça. Et donc, il y a des choses intéressantes à en tirer, mais il faudrait se mettre à jour. Et puis, le dernier texte, c'est La pensée straight de Monique Wittig, qui fait une sociologie de ce que c'est que la cis-hétéronormativité. Enfin, surtout l'hétéronormativité, du coup. Et c'est une critique de comment... l'hétéronormativité crée aussi des normes de domination, notamment sur les femmes. Et voilà. Bon, du coup, ça m'intéresse parce qu'il y a au moins 2 de ces textes-là qui parlent de psychanalystes et de psychiatrie de façon assez directe. Et donc, toi, comme c'est ton métier, tu arrives à imaginer une psychanalyse ou une psychiatrie qui serait détachée de la cis-hétéronormativité et Bah ouais, bien sûr. Bah, je pense que de toute façon, c'est l'avenir de... Enfin, j'espère que ce sera l'avenir de la psychiatrie et de la psychanalyse. Enfin, la psychanalyse, j'en sais rien. J'avoue que
c'est pas forcément le domaine qui m'intéresse le plus, mais j'espère en tout cas, enfin, je pense pas que la psychanalyse aujourd'hui ait le pouvoir, enfin, elle a plus beaucoup de pouvoir, donc ce qu'elle peut faire de mauvais est réduit. Mais la psychiatrie, oui, elle a encore un pouvoir assez important sur les individus, donc j'espère bien que la psychologie et la psychiatrie prendront en compte. Mais je pense qu'elles vont le faire parce que, quoi qu'il arrive, ça reste. Enfin, je pense qu'elles sont en train de s'y ouvrir. Peut-être que je me trompe, mais vu que ça reste des domaines dans lesquels les cliniciens sont à l'écoute de sujets. Donc certes, avant, elles n'étaient pas forcément suffisamment à l'écoute pour que les sujets puissent s'exprimer sur ces questions-là, mais depuis que la parole se libère sur ces questions, j'espère bien que oui, que ça va permettre à ce que ça existe vraiment. Mais je trouve que déjà, ça commence à exister quand même quand on voit qu'il y a des hôpitaux qui prennent en charge des transitions, etc. Bon, j'imagine qu'il y a aussi des endroits qui peuvent être violents pour les personnes concernées, mais quand même, on voit que ça s'ouvre, que le médical commence à prendre en charge cette question, que voilà, quand même, il y a des choses qui se passent. Bon, il y a quand même encore des choses extrêmement violentes. C'est encore légal en France de mutiler des personnes intersexes en 2022. C'est hyper violent. Et sur ça, la médecine, bon, elle est méga en arrière, c'est sûr. Mais j'espère que, voilà, vu qu'on reste dans le domaine médical et de la prise en charge et du soin, j'espère que oui, ça va être possible, quoi. Et la clé pour ça, c'est l'écoute, c'est l'écoute des sujets, l'écoute du monstre qui vous parle. Ouais, l'écoute des monstres, l'écoute, ouais, bien sûr, des méduses et des monstres, ouais. Enfin, l'écoute des personnes. Ouais, tu vois, le monstre de Paul B. Preciado, c'est la personne trans et Méduse, c'est la femme. Et c'est encore aujourd'hui, la médecine a beaucoup de mal à entendre les méduses et les monstres. Mais oui, si on les écoute, je crois que plus tard, ça va être possible. Je vois qu'il y a de plus en plus de cabinets libéraux qui s'ouvrent avec des médecins qui sont trans-friendly et féministes. Ouais, je trouve qu'il se passe un truc, donc faut y croire, quoi. Un texte que tu aurais voulu avoir écrit? Qu'est-ce que j'avais noté? Je ne sais pas. J'ai pensé à des textes d'artistes. Et il y a un texte que j'aime beaucoup de Bea Miller qui s'appelle Z Bitch. Ça t'intéresse? Alors je crois que c'est pas forcément entièrement elle qui l'a écrit. Ça m'énerve un peu parce que je préfère écouter généralement des artistes qui sont autrices-compositrices entièrement. Mais en gros, ce qu'elle y dit, parce que c'est en anglais, donc je vais pas tout lire en anglais, si. Bon, tu fais comme tu veux. Ok. Ouais, en gros, ce qu'elle dit, c'est la difficulté qu'ont les femmes à dire des choses et à être écoutées et entendues. Et que, en fait, voilà, elle a beau essayer de dire des choses de ce qu'elle vit ou de ce qu'elle pense, on lui dit un peu que c'est pas intéressant, en gros. Mais elle dit, mais dès qu'un homme dit ce que moi j'ai dit, genre, il a trop raison et c'est trop un boss, quoi. Mais elle le dit de façon très vulgaire et j'aime beaucoup quand les meufs ont des mots vulgaires parce que je trouve que c'est un truc qui appartient trop aux hommes, ça m'énerve. Ouais. Et j'aime bien qu'il y ait une espèce de vulgarité comme ça. Et donc le refrain c'est Society is sucking on your dick and since I got a pussy I'm a bitch and since you are a dude yeah you can tell the truth but as soon as I do I'm a bitch. Et c'est juste ça en boucle et je trouve ça trop bien. Genre voilà. Donc une chanson sur le mansplaining avec des mots vulgaires, t'aurais voulu l'avoir écrit. Grave. Ouais. Et ouais, j'aime beaucoup. C'est très Louisa Donna, je trouve. Ouais, c'est ça, j'allais dire, ça reflète un peu ce que tu fais déjà. Hein. Ouais. Mais elle est vraiment cool, cette track. Et tu disais, tu préfères les meufs qui sont autrices, compositrices, interprètes. Pourquoi ? J'aime bien découvrir une artiste qui a un univers complet et qui me parle de A à Z et qui crée des choses, qui crée sa musique. J'aime moins écouter des interprètes qui vont être plus... je sais bien que les Rihanna et les Beyoncé, c'est des big boss, et que genre elles sont en charge de plein de trucs dans leur carrière, mais
Ça me parle moins d'écouter des artistes qui n'ont pas écrit, composé ce qu'elles font. Enfin, là, par exemple, tu vois, typiquement, le texte dont je viens de te parler, je suis allée checker et en fait, il a été écrit par deux mecs et Abby Miller. Et en fait, c'est deux mecs qui écrivent un texte sur le mansplaining. Ouais. Et du coup, ne sont-ils pas en train de nous mansplainer à ce moment-là? Je ne sais pas, mais voilà. Et une autre façon de poser la question, c'est est-ce que toi, comme tu écris des chansons, est-ce que tu t'imaginerais écrire pour un ou une interprète? Est-ce que si Rihanna elle t'appelle, tu écris un truc? Oula, non, je pense pas. À moins de connaître très bien une personne et d'avoir envie de. Je pense si on a des trucs en commun et que. Mais ouais, je sais pas, genre, moi ce qui me plaît et ce qui me parle dans l'art, c'est l'authenticité en fait. Donc écrire un truc pour quelqu'un, à moins qu'on partage vraiment un vécu commun et que je puisse écrire un truc qui parle à une personne, ouais. Enfin, tu vois, qui a vécu quelque chose de similaire et qui se dise ah ouais, grave, putain, je capte trop ce que tu dis, parce qu'en fait, je vis pareil, quoi. Mais sinon, c'est important que tes textes, il y ait ta voix dessus. Ouais, je pense. En vrai, je sais pas. Tout est possible dans l'art. Tout est possible. Ouais. On va te retrouver à écrire pour Beyoncé. Non, je pense pas. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui essayent. Elles doivent avoir 10 000 titres dans leur boîte mail par jour. Je pense pas. En vrai, tu voudrais écrire pour qui, si tu pouvais écrire pour quelqu'un? Des textes? Ouais. Vraie question. Vraie question. Hein. Je pense écrire avec des meufs qui ont été victimes et qui s'expriment sur ça me plairait de ouf. Mais là, on est plutôt du côté de Lady Gaga ou Kesha. En fait, j'ai l'impression, enfin, je pense, avec ma casquette de psy, j'ai entendu tellement de victimes s'exprimer sur des choses que j'ai l'impression que ça me permet d'avoir un tel échantillon de choses que j'ai entendues, que je sais à peu près, je pense, ce que les victimes disent ou ont besoin d'entendre. Et du coup, il y a un truc dans ce procédé-là que j'aime bien. Enfin, de pouvoir parler aux victimes ou parler pour elles en leur nom. Même si je pense qu'elles sont toujours prioritaires et c'est toujours à elles de parler en premier lieu parce que c'est elles qu'on doit écouter. Mais vu que j'en ai entendu plein, tu vois, ça me donne une espèce de pattern de ce qui se passe pour elles en fait. Voilà. Un texte à offrir. Eh bien, ça c'est trop simple, c'est Virginie Despentes, King Kong Theory. Trop facile. Je pense qu'il sauve des vies vraiment. Ouais. Je pense que ce texte-là, il a sauvé beaucoup de femmes. C'est Virginie Despentes qui raconte son viol et ensuite qui parle du viol. Mais elle en parle avec les mots de Virginie Despentes, donc c'est beaucoup trop jouissif parce que c'est vraiment genre trash et rentre dedans et elle y va pas par quatre chemins et la question du silence et du tabou, ça la concerne pas du tout et ça fait trop du bien quoi. Et ouais, du coup, c'est vraiment un livre. Je pense qu'il faut le prescrire au moins une fois par an à tout le monde. Je pense qu'au Nouvel An, tu dois relire King Kong Theory. Ça te prend 1 heure, mais il faut le faire, c'est important. Et c'est trop un livre magnifique. Ouais, je crois que j'ai pas d'autre chose à te dire sur ça. Hein. C'est juste... Regarde, vraiment, faut le lire tous les ans. Tu vois, tu prends King Kong Theory, tous les ans, tu le relis une fois. C'est une diététique. Ouais, pour te... Enfin déjà, genre, cette meuf, elle dit dans ce livre que tu peux avoir été victime de viol, mais que tu peux complètement survivre à ça et ne pas... tu vois, que ce soit pas quelque chose de... Et je pense que c'est essentiel, en fait. Et je pense que Lady Gaga, quand elle dit qu'elle a été victime de viol, pareil, tu vois. Genre, tu te dis, tu peux avoir été victime de viol et être Lady Gaga. Tu vois, c'est genre... Wow. Ça te donne quand même des exemples dans la vie. Putain, c'est cool, quoi. Tu vois, genre... tu vois, tu peux... je pense qu'on a besoin d'exemples de gens comme ça qui nous disent, en fait, tu peux avoir été victime, qui est un mot très, très connoté dans la société comme péjoratif et tout, genre de faiblesse et tout, mais en fait, pas du tout. Tu peux être victime et motherfucking bitch ou genre Lady Gaga, quoi. Il y a un risque quand on est victime d'essentialiser cette identité de victime, de se renfermer là-dedans et de se dire, comme je suis victime... de se dévaloriser et de plus oser rien faire, c'est ça? Bah, les victimes ont hyper peur du mot victime, parce qu'il est connoté comme ça. Ouais.
Et moi, je me dis, je suis pour la réappropriation du mot victime en tant que truc d'empouvoirment aussi, en fait. Pas de raison que ça reste du côté de quelque chose de déprécié et de faible et de tout ça, en fait. On a le droit d'être une warrior, quoi. On peut être une victime et forte. Mais oui, même je pense que les deux vont ensemble nécessairement, ouais. Enfin, t'imagines passer ta vie avec du psychotrauma. Imagine, psychotrauma, ça veut dire... généralement, tu dors pas tellement, parce qu'en fait, la nuit, tu fais des cauchemars. Tu revis éternellement le pire moment de ta vie. Du coup, t'as peur de t'endormir parce que t'as peur de faire des cauchemars. Donc, tu dors pas beaucoup. Généralement, t'as des troubles de l'appétit. Donc, troubles du sommeil, troubles de l'appétit, troubles de la concentration, troubles de la mémoire, qui mènent à une faible estime de soi. Donc, tu te sens comme une merde puisque t'as des troubles de la mémoire et des troubles de la concentration. La journée, t'as des flashbacks. Il y a des moments où, du coup, d'un seul coup, paf, t'es en train de revivre un des pires moments de ta vie. Genre, vivre avec ça au quotidien, il faut être putain de fort, il faut le dire, tu vois, genre... oui, bien évidemment, genre, en fait, si t'as été victime d'un truc, avec ou sans psychotrauma, d'ailleurs, enfin, voilà, mais oui, je pense que si tu as été victime, nécessairement, il faut être un putain ou une putain de warrior pour vivre ton quotidien avec ça, quoi. Et donc, quiconque théorie, ça te redit, en fait... les couilles de ces stéréotypes qu'on a sur les victimes, t'as le droit d'en faire ce que tu veux, quoi. Mais je me dis, il faudrait pas non plus avoir l'injonction inverse et de se dire, t'es victime, mais il faut que tu sois forte, et il faut que tu deviennes Lady Gaga, il faut que tu dépasses ça, il faut que tu sois genre une putain de meuf. Non, mais ça, t'as trop raison de le repréciser, c'est sûr que tu peux être victime et aller super mal. Et tu peux être victime et aller super bien. T'as le droit aux deux, en fait. Il n'y a pas d'injonction à quoi que ce soit. Mais juste, c'est possible. Enfin, c'est vrai qu'on a tellement plus tendance à voir la victime comme faible et nanana, que j'insiste plus sur l'aspect, mais non, en fait, tu peux être genre une putain de ouf, quoi. Disons, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon d'être une victime, en fait, enfin, ou de gérer son trauma. Ouais. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise victime. Il n'y a pas d'injonction à porter plainte ou à pas porter plainte. Il n'y a pas enfin... Voilà, tu fais comme tu peux avec ce que tu as vécu dans une société patriarcale, violente, quoi. Et du coup, tu l'offres beaucoup, King Kong Theory ? Ouais. Ouais, régulièrement. Ouais. Plus trop maintenant, parce que maintenant, mon cercle social a évolué aussi. Elles ont déjà toutes lu King Kong Theory. Ouais, voilà. Mais tu vois, membres de la famille, tous ces gens-là qui... Non, ouais. Et donc tu dirais que c'est plutôt une bonne introduction à ces questions-là, plutôt que pour des lectrices confirmées, qui sont déjà... même s'il faut le relire une fois par an, tu dirais que c'est une bonne introduction quand même pour ces questions-là. Bah oui, je pense qu'il faut le relire une fois par an, parce que je trouve que, moi en tout cas, personnellement, ça me fait ça, que chaque fois que je le relis, je me redis « Ah ouais, ça, putain, ouais, c'est vrai que ça, j'avais oublié. » Enfin, je redécouvre des trucs, ou je les relis différemment, avec comment j'ai avancé, moi, dans ma déconstruction. Et après, oui, je trouve que c'est un super truc d'introduction, ça se lit vite. Donc ouais, je trouve que c'est une bonne introduction à la question féministe, ouais. Un texte dans lequel tu aimerais vivre ? Eh bien, c'est La terreur féministe d'Irénée. Tu connais ? Pareil, j'ai pas lu, ou je l'ai feuilleté, mais j'en ai entendu parler. Ah, c'est génial. C'est Irénée, qui est une Instagrammeuse féministe, qui a écrit ça. Et moi, ça m'a fait beaucoup de bien de le lire, parce que, en fait, elle part de ce postulat qui est que, en fait, on n'arrête pas de dire que les féministes sont, la terreur féministe, donc elle reprend le titre de Valeurs Actuelles, sont hyper violentes, à castrer les hommes en soirée, à pourrir l'ambiance en soirée. C'est ça, ils avaient fait une couverture, les féministes, qui sont-elles ? Elles cassent l'ambiance en soirée, elles veulent détruire, castrer les hommes, détruire le... Enfin, je sais plus, ce genre de choses. Elles veulent casser la langue française avec l'écriture inclusive. Oui, c'est ça, ouais. Voilà, donc en fait, et c'est très mignon, parce que du coup, elle part de ça, elle dit, en fait, ils sont super choux, ils pensent qu'on est violente, mais en fait, oui, on est vraiment... En fait, elle dit, en fait, les féministes arrêtent pas de dire ah mais non, nous, on veut pas de mal aux hommes. Enfin, tu as un peu l'idée de genre, non, en fait, vous inquiétez pas, on est gentils. Et en fait, elle dit, ah non, mais en fait, il y a vraiment eu des femmes très violentes. Et en fait, elle redore l'image, elle redonne un espace à toutes ces femmes violentes qui, vraiment, ont répliqué par de la violence. Et
Et on n'en parle pas assez, et on n'a pas assez d'exemples comme ça sous les yeux, et on a l'impression qu'effectivement, on doit répondre au patriarcat et à cette injonction à être douce et gentille quand on lutte, et on doit répondre à ça en étant toute gentille, en montrant patte blanche pour dire non mais vous inquiétez pas, on va pas trop changer les choses quand même. Et elle a dit non en fait, il y a vraiment des meufs hyper violentes qui ont répliqué par la violence, et elle donne des exemples de meufs qui surtout ont répliqué avec de la violence à des violences. Et ça fait trop du bien à lire, parce que c'est vrai que pour moi, je pense que ça me parle particulièrement avec mes patientes qui sont victimes de violences, et qui, dans la plupart des cas, mes patientes, elles ne répliquent pas. Elles sont victimes de violences, et cette violence les sidère, et voilà, c'est un processus psychique, la sidération, elles n'ont pas le choix, c'est leur cerveau qui se met en mode défense comme ça, et du coup, elles répliquent pas. Et on n'a pas assez d'exemples de meufs qui répliquent. Et tu vois, dans King Kong Theory, Virginie Despentes, quand elle raconte son viol, elle dit qu'elle avait son couteau à cran d'arrêt dans sa poche, et que elle garde un des trucs qui est resté comme construction pour elle par rapport à ce moment, c'est qu'elle aurait peut-être dû prendre ce couteau et les planter, et elle l'a pas fait. Et donc ça, c'est quelque chose qui tourne pour elle, je pense, beaucoup. Et je crois même dans le bouquin, elle dit elle y a même pas pensé sur le coup. Et elle a son couteau, et elle a même pas pensé à le sortir et à s'en servir. Ouais. Je sais plus si elle y pense ou pas, mais en tout cas c'est quelque chose qui reste pour elle, ce couteau à cran d'arrêt qu'elle aurait pu utiliser. Et elle dit en fait notre société nous conditionne à trouver ça ok, qu'il y ait des mecs qui nous détruisent le corps, qui nous violent. C'est une vraie destruction du corps, quoi. Sixou, elle dit pareil quand elle parle du viol. Mais elle dit on est conditionné à ça, que des hommes nous pénètrent, détruisent notre corps et notre psyché comme ça. Mais on n'est pas conditionné à se dire que c'est ok d'aller détruire le leur, en fait. Et de sortir le couteau à cran d'arrêt et d'aller les planter, en fait. Ouais. Et effectivement, je pense, comme tu dis, elle doit dire ça à un moment donné. En fait, j'y ai même pas pensé, ça m'a même pas traversé l'esprit que... en tout cas, voilà, on n'y pense pas. Et là, du coup, d'avoir des exemples de meufs qui y ont pensé et l'ont agi, c'est hyper empouvoirant. De relire que, en fait, alors je sais plus, dans le livre d'Irénée, à un moment donné, il y a une... je crois que c'est la première dont elle parle, elle décrit une scène... on est à un abri de bus en Espagne, ou je sais plus dans quel pays, il y a un abri de bus, et puis il pleut, ou je sais pas quoi, et puis il y a une dame qui attend le bus. Puis il y a un mec qui arrive et qui lui dit « Alors comment elle va ta fille ?» Et là elle se lève, et je sais plus ce qu'elle fait, mais en gros elle lui explose la tête, le gars crève, quoi. Et en fait, ça commence comme ça, et ça pose le livre, et je trouve ça hyper puissant comme scène, de commencer le bouquin comme ça, ou d'être dans cette scène-là comme ça. Et en fait, après, elle explique le contexte. Elle dit, en fait, ce mec, il sort de prison et il a violé la fille de cette femme. Et quand tu sais ça, en fait, tu te dis, ok, en fait, cette violence, elle est complètement justifiée, tu vois. Le mec, il sort de tôle et il demande à une mère, comment va ta fille, alors qu'il l'a détruite, quoi. Et donc, cette meuf, pour elle, ça fait trop, et elle le bute, quoi. Je trouve ça... je sais pas, moi, ça me met plein d'énergie positive de me dire, mais en fait, on peut aussi riposter à ça. Et si on ripostait, en fait, peut-être qu'on se ferait moins violer, tu vois, il nous arrive vraiment de trucs. Si derrière... D'ailleurs, c'est aussi ce que dit Despentes. C'est dit si on commençait à couper des couilles, je sais plus c'est quoi sa formulation, mais voilà, peut-être on réfléchirait davantage. Si les meufs commençaient à sortir les dents et à couper des bites, les hommes réfléchiraient à 2 fois avant de violer. Ouais, elle dit un truc comme ça, exactement, ouais. Voilà, et c'est exactement... Elle parle aussi de sa grand-mère, je crois, qui a été victime de violences de son grand-père et qui a fini un jour par se défendre. C'est hyper jouissif de voir qu'il y a vraiment des meufs qui... En fait, ça remet, je trouve, à sa juste hauteur et valeur le fait que ce qu'on nous fait n'est pas normal, que c'est de la violence, et que du coup, si on riposte aussi, on a le droit à cette même riposte. Et d'ailleurs, c'est ça, son mot, c'est la riposte féministe. C'est pas une... je sais plus comment elle le dit, mais elle dit que c'est bien une riposte et pas... on n'est pas violente, on riposte. Ouais, c'est la question aussi de la définition de la violence, parce que c'est vrai qu'on va avoir tendance à dire oh là là, cette femme, elle est violente, je sais pas, même verbalement, on va dire ah là, cette meuf, elle est violente, elle a insulté, etc. Et c'est vrai qu'on va avoir moins tendance à qualifier de violence des choses qui sont plus dans la norme, et des violences patriarcales. Et c'est ce qu'on disait avant sur l'inceste. C'est vrai que
on va moins afficher ça comme violence, alors Ouais. que la riposte, justement, ça va pas être violent. Ouais. Je recherche l'endroit où elle le dit, mais voilà. Le féminisme est une riposte, une réponse pour se défendre de la misogynie. La violence féministe est une violence défensive et non pas oppressive. Voilà, je pense que là, tu dis tout, quoi. Ouais. Voilà. Et donc c'est intéressant, tu veux vivre là-dedans, c'est-à-dire tu veux vivre dans un monde où les meufs, elles osent riposter. Ouais. Mais clairement, t'imagines un monde dans lequel, genre, un mec te fait chier dans la rue et genre là, pam, genre, je sais pas, genre, il te violente, tu le violentes en fait. Ce serait génial. Bon, ça impliquerait qu'on a la même force physique, je pense. Je suis pas, enfin, personnellement, je ne pense pas l'avoir. Pas très sportive. Mais oui, si on avait la possibilité d'avoir le même rapport de force, mais ce serait génial. Et ouais, ouais, j'aimerais bien vivre là-dedans. Ouais. Je pense que là, il y aurait de l'égalité, quoi. Tu voulais dire quoi? Non, je veux dire, c'est vrai que je pense que c'est une des grandes questions politiques aussi d'aujourd'hui, la question de la violence politique, en fait, et quel type de violence, entre guillemets, est acceptable ou pas dans les revendications politiques. Et voilà, quel type de violence... ouais, quel type de violence peut être utile, ou quel type de violence, au contraire, va mener à je sais pas, un discrédit, ou etc. Ouais, Donc, genre les gilets jaunes. ouais, enfin... Ouais. Ouais, c'est ça. On peut avoir plusieurs points de vue. On peut se dire ils auraient dû être davantage violents et peut-être ils auraient eu davantage de choses. Ou on peut se dire peut-être que si ça avait été 100% pacifique, etc., peut-être que ça aurait été plus fort symboliquement aussi. Enfin, donc toi, tu estimes que la violence, ça peut être aussi un outil politique efficace? Ouais, pour moi, oui. Pour moi, c'est certain parce que y a une hégémonie de la violence. Ouais. Et une légitimisation en fait de la violence par le pouvoir. Ouais, c'est ça, une violence étatique qui est jamais qualifiée comme telle. Exactement. Et tu sais, il y a eu justement à l'époque des Gilets jaunes cette citation de... attends, je vais avoir l'air con, mais tu sais, cette citation sur l'État est dépositaire de la violence légitime, etc., qui a été citée par le ministre de l'Intérieur et tout, et, sans être comprise du tout. Puis, tu vois, c'était une remise en question. Voilà, c'est ça, justement. Enfin, cette question de la violence légitime. Et en effet, la violence étatique, oui, qui est légitimée. Je suis vraiment hyper confus là, mais. Non, mais c'est ça. Oui, bien sûr, oui, c'est ça. Enfin, c'est l'État et dépositaire, on dit. Est-ce qu'on n'oublierait pas cette phrase pour être sûr de. Comment c'est? Je cherche État, violence légitime. Alors, c'était quoi? Voilà, de Max Weber. Donc voilà, l'État a le monopole de la violence légitime. Donc c'était une citation, d'ailleurs, qui a été utilisée, je sais plus, c'était par Darmanin, voilà, qui disait que... Attends, mais là, je vais taper je Darmanin. je cherche ça parce que... Si Darmanin a dit ça, putain, mais quels idiots, c'est pas possible. Oh, ils sont incultes, en plus. Hein. Voilà, la police exerce une... Ah, bah oui, non. Bah là, il dit autre chose. Voilà. Mais il le cite? Gérald... Ben, je crois qu'il a... En fait, le truc, c'est que on a fait une réflexion... Voilà, c'est ça. Non! Ouais. Dans la catégorie... Il a vraiment dit ça, Darmanin? Mais quel idiot! Mais faut le dire, hein. Putain, c'est pas... Mais sérieux? Quand j'entends le mot violence policière, moi, personnellement, je m'étouffe. Ouais, la donc police ça, c'était l'indignité. Une violence, certes, mais une violence légitime. Ok. Bon, ok, donc ils comprennent que dalle à ce qu'ils... Ouais. Ici le Arthur du montage. Pour éclairer un peu ce moment de la conversation, je vous passe la voix de Catherine Colliot-Hélène, philosophe spécialiste de Max Weber, interrogée par France Culture. Trigger warning, Gérald Darmanin. La police exerce une violence, certes, mais une violence légitime. C'est vieux comme Max Weber. Si vous dites l'État a le monopole de la violence légitime, on n'a pas dit grand-chose quand on a dit ça, ou on a dit une absurdité, exactement. Il ne s'agit pas de reprocher au personnel politique, voire aux journalistes, de ne pas connaître cet arrière-plan de la définition de Weber, mais ce qui est irritant, c'est cette manière d'appeler une autorité scientifique, c'est un grand nom, pour dire une absurdité. Quand il dit l'État se caractérise par le monopole de la violence légitime, la légitimité peut être une notion empirique, c'est-à-dire renvoyer à une reconnaissance factuelle du bien fondé du pouvoir, etc.,
qui n'est jamais définitivement acquise, hein, qui relève de probabilité. La probabilité sur un certain territoire, la majeure partie des citoyens reconnaissent ce type de pouvoir comme étant celui qui, en dernière instance, doit trancher les conflits. Ça vient confirmer, parce que je sais plus, j'ai vu comment il s'appelle, Guillaume Meurice, il y a pas longtemps. Ouais. J'ai vu une interview de lui, il disait souvent on a tendance un peu à les diaboliser, à penser qu'ils sont super intelligents et pervers, mais en fait il faut se rendre compte qu'ils sont juste bêtes. Et vraiment, tu vois, genre ça vient confirmer. Ouais. En fait, genre si tu cites un sociologue comme ça qui dit ça, peut-être que vraiment c'est juste con, quoi. J'avais vu un tweet aussi comme ça qui disait que dans les analyses politiques, il faut peut-être pas sous-estimer l'importance de la bêtise et de la stupidité dans tout ça. Mais après, c'est comme, je sais pas qui citait Marx, mais on va pas... Bah ouais, et puis Macron, il y a pas longtemps, qui a dit qu'Orelsan était un sociologue. Ah là là, ouais. On va pas faire le best-of, mais voilà, tout ça pour dire que... Ah, bonjour. Ça va, tu t'intéresses à la violence légitime. Non, mais oui, parce que... il a de quoi. Bah, il est très, très violent, quand même. Ouais. Et voilà, donc en fait, c'est aussi la question politique de savoir ce qui doit être qualifié comme violence, en fait, et ce qui est une violence acceptable ou non. Ouais. Et en effet, à ce moment-là, quand Darmanin il avait parlé de ça, c'était justement un moment où on remettait en cause la légitimité de la violence de l'État en disant, en fait, justement, il y a une violence policière qui ne devrait pas exister, qui n'est pas légitime dans le sens où elle serait au service de la population et du bien commun, quoi. Ouais. Bah ouais, bien sûr. Enfin, moi, je crois à fond dans la violence, de toutes les façons, elle existe. Et effectivement, on peut pas ne pas analyser la violence étatique. On peut pas la laisser en place et ne pas la questionner. Parce que y a une violence étatique en place, c'est évident. De plus en plus, elle est de plus en plus violente parce que on est face à un État, un gouvernement qui détruit l'État, qui détruit les instances de protection en fait, et de construction de la société, que sont la santé, l'éducation et la justice. Et donc ça cause aussi de plus en plus de violences inter-citoyennes, quoi. Donc ouais, quand on n'est plus protégé par un appareil juridique, par exemple, un appareil policier qui pourrait nous protéger aussi. Moi, je suis pas du tout ACAB. Je suis pas du tout anti-police et tout ça. Je trouve que... Enfin, je crois dans le... Enfin, je suis contente qu'il y ait des personnes tierces qui s'occupent d'exercer une forme de régulation de la violence directement. Et je suis contente de pas faire leur travail parce que... moi, mes patientes, elles ont besoin d'eux, en fait. Quand j'ai des patientes qui sont victimes de violences, c'est super qu'il y ait un numéro à composer pour qu'une personne puisse intervenir. Actuellement, oui, vu on est face à un État qui casse de plus en plus ses services, oui, les policiers sont de plus en plus... Enfin, pas de plus en plus, parce qu'il y a des choses qui bougent, mais en tant que féministe, on a de cesse de dire, en fait, la police fait mal son travail, c'est vrai, enfin, je le constate tous les jours. Je pense pas que ce soit du fait des individus policiers, mais plutôt même s'il y a certainement des individus à remettre en question, mais enfin, c'est en tout cas du fait d'un État qui leur donne pas assez de moyens, pas assez de personnel, pas assez de formation. Et on est face à aussi des structures qui tiennent pas pour protéger les individus, notamment la justice. Mes patientes, quand elles portent plainte, elles ne sont pas protégées par la justice. Enfin voilà, moi je suis face à des cas de patientes où on a peur pour leur vie et on a peur qu'elles soient tuées, quoi. Et il n'y a pas de dispositif suffisant, en fait, pour les protéger. À part la prison, mais bon, c'est une grande question... dans le monde féminisme. Moi, personnellement, vu ce que je vois dans mon métier, je peux pas être entièrement anti-prison, c'est pas possible. Parce que j'ai des patientes, je veux qu'elles vivent, en fait. Et il y a des individus, si tu les mets pas en prison, en fait, ils tuent des gens. Donc, je pense que c'est important, bien sûr, de former et d'éduquer les gens et tout ça. Mais il y a un moment donné où il y a une réalité de terrain, où il y a des femmes et des enfants qui sont en danger de mort, et on peut pas ne pas regarder ça en face, quoi. On va peut-être passer à ta carte blanche. Alors, qu'est-ce que j'ai noté ? J'avais noté saison, mais je t'en ai parlé tout à l'heure, donc... remarque, je peux te parler plus de saison. Parler de ça, ouais. Donc oui, saison, c'est une chanson que j'ai écrite, qui est sur mon premier EP, Fatigue, qui parle de comment c'est difficile de faire
de ce que je vis personnellement en tant que psychologue auprès de victimes. Et un peu de tout ce que j'ai parlé depuis tout à l'heure, c'est-à-dire du fait qu'on est face à des personnes qui sont pas prises en charge, dont l'État et la société s'occupent très peu, qui sont silenciées, et d'être confrontées régulièrement à l'inaction des services publics et tout ça. Et ouais, du coup, Saison, je l'ai écrite sur la difficulté que c'est, tout ça, quoi, d'être face à ça, et de la violence qui mène à de la violence, et voilà, moi dans mon entourage proche, mais aussi, ça a pu m'arriver cliniquement de voir des femmes qui finissaient par se suicider à cause des violences. Et c'est, du coup, je reviens sur, tu vois, le thème du départ, qui est ça, qui est la mort. La mort, parce que t'en peux plus, parce qu'il y a trop de violence, en fait, et qu'il y a un moment donné, il y a des personnes, ça fait trop, et voilà, et donc Saison, elle parle de ça, elle parle du suicide, et des violences, et de comment ça fait trop à des moments voilà. Et du coup, ma tentative à travers l'art et la musique, de créer des choses qui soient belles, parce qu'il y a trop de trucs moches, quoi. Tu veux... Oui. Tu veux lire un bout, on l'écoute un peu, je sais pas ce que... Ouais. Ah, vas-y, je la mets. Qu'est devenue cette saison? Y'a trop de vide encore, y'a trop de fêtes des morts, y'a trop de vie en suspension. Où sont passées les chansons qui rendent un peu moins triste, qui rendent les choses plus lisses, qui rendent ce monde un peu moins con. T'as plus l'envie d'y croire, t'entends trop de choses tristes. On écrit des histoires à coups de bullshit. T'aimerais porter tout le monde, mais c'est trop lourd. Tu peux rien y faire avec tes beaux discours. Je m'appliquerai à écrire bien, je chanterai jusqu'à demain. Je ferai tout plein d'efforts pour qu'il y ait plus de choses belles dans ce monde. Pour qu'il y ait plus de choses belles dans ce monde. Pour qu'il y ait plus de choses belles dans ce monde. Où est passée ma raison? Y'a de quoi devenir folle, ce monde se fout de nos gueules. Vas-y, envoie ta dépression. Et je me préparais à ce moment, comme on se prépare à l'orage, comme on attend, le cœur battant, la vague qui nous frappe en plein visage. T'as plus l'envie d'y croire, t'entends trop de choses tristes. On écrit des histoires à coups de bullshit. T'aimerais porter tout le monde, mais c'est trop lourd. Tu peux rien y faire avec tes beaux discours. Je m'appliquerai à écrire bien, je chanterai jusqu'à demain. Je ferai tout plein d'efforts pour qu'il y ait plus de choses belles dans ce monde. Je mettrai fort à plus entendre, je mettrai de l'art tout plein ma chambre. Je ferai tout mon possible pour qu'il y ait plus de choses belles dans ce monde. Je lirai 10 000 histoires, je peindrai des nénuphars. Je ferai tout plein d'efforts pour qu'il y ait plus de choses belles dans ce monde. Pour qu'il y ait plus de choses belles dans ce monde. Pour qu'il y ait plus de choses belles dans ce monde. Merci à Louisa Donna pour cet entretien. Merci à Mathilde Vohy, sa manageuse, de l'avoir organisé.
J'espère que vous irez super loin toutes les deux les meufs, mais genre méga loin, et j'ai hâte de voir et d'entendre la suite. Qu'ils ont de la chance, écrit et interprété par Disease, est une chanson extraite de son album Pacifique, paru au label Polydor en 2017. Rien ne s'oppose à la nuit de Delphine de Vigan est paru chez J.C. Lattès en 2011. Je suis un monstre qui vous parle, rapport pour une académie de psychanalystes de Paul B. Preciado, est paru chez Grasset en 2020. La pensée straight de Monique Wittig est d'abord parue en anglais en 1992, puis en français en 2001 aux éditions Ballant. Le rire de la méduse d'Hélène Sixou a d'abord été publié en 1975 et est reparu chez Galilée en 2010. L'effort pour rendre l'autre fou d'Harold Searles, à l'origine d'un article de 1959, est paru chez Gallimard en 1977 dans une traduction de Brigitte Boss. That Bitch, écrit par B. Miller, Justin Tranter et Kennedy, est une chanson de B. Miller qu'elle a sortie sur son propre label Oliver Records en 2019. King Kong Theory de Virginie Despentes est paru chez Grasset en 2006. La terreur féministe, petit éloge du féminisme extrémiste d'Irénée est paru aux éditions Divergence en 2021. Saison de Louisa Donna, chanson qu'elle a écrite et composée, est extraite de son EP Fatigue paru au label BMG en 2021. Les autres textes et références que nous avons évoqués sont en description de l'épisode. Intertexte est un podcast réalisé par Arthur Ségard, illustré par Pauline Le Serre, et dont la musique est empruntée à John H. Lovekind. À très bientôt pour un prochain épisode.